Des discussions à cause de l'absence de l'autorité morale, un boycott perçu comme l'auto-exclusion par les autres membres de la majorité présidentielle. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Les yeux étaient rivés aujourd'hui vers Prokoki où la majorité présidentielle s'est réunie, une rencontre tant attendue qui devrait permettre de connaître les opinions de toutes les tendances au sein de cette plateforme au sujet des questions de l'heure, entre autres la réponse à la lettre du G7 sur la démarche entamée au sujet du processus électoral. Le chef de l'État, Joseph Kabila, n'était malheureusement pas présent à la réunion et le G7 a dû quitter la salle avant la fin des discussions. L'on écoute à ces sujets Lambert Mende Omalanga, cadre de la majorité présidentielle. Bureau politique, ensemble avec le PALU, qui est l'allié de la majorité présidentielle, voulait discuter du texte du mémorandum que 7 partis de la majorité ont adressé au président de la République, autorité morale de la majorité. Mais il est apparu au cours de cette réunion que les 7 signataires du texte qui étaient présents ont quitté les débats. Ils ont donc décidé de s'auto-exclure de la majorité. Et donc, la réunion s'est conclue par un constat d'auto-exclusion des 7 partis signataires de ce mémorandum de la majorité présidentielle. On les invite donc à pouvoir tirer toutes les conséquences de cette situation. Les conséquences dont fait allusion l'autorité morale du CCU ne sont pas des moindres. Une cinquantaine de députés nationaux devront basculer dans l'opposition et des ministres membres de cette formation politique devront en principe démissionner du gouvernement, des conséquences que la majorité au pouvoir doit absolument assumer. Que la majorité est prête à assumer les conséquences et que la majorité ne cessera pas d'être majorité à cause de cela. Il suffit de faire un petit exercice d'arithmétique pour comprendre que 7 partis sur la centaine qui soutiennent Joseph Kabila ne sont pas la majorité, qu'une cinquantaine de députés sur les 380 qui soutiennent Joseph Kabila ne sont pas la majorité. Donc il est faux de prétendre que si tous devaient partir, encore que les députés sont libres de pouvoir opérer leur choix, la majorité cesserait d'être la majorité. C'est donc un dossier à suivre dans nos prochaines éditions. Retour sur la rentrée parlementaire d'hier. Les députés nationaux et les sénateurs ont répondu présents à la séance d'ouverture de la session ordinaire de septembre. C'est une session essentiellement budgétaire, vous le savez, au cours de laquelle les 2 chambres du Parlement vont examiner en priorité le projet de la loi sur les finances pour l'exercice 2016. Les détails dans ce reportage signé Alain Boma et Blaise Mouangui. Tous étaient au rendez-vous constitutionnel de la rentrée parlementaire de septembre 2015. La chambre basse du Parlement et la chambre haute. Une session essentiellement budgétaire pour les 2 chambres dont la priorité sera l'examen et le vote de la loi des finances, exercice 2015. Les 2 bureaux sont aussi d'accord sur les enjeux de la session, le financement des futures élections et la poursuite du processus de décentralisation. En rapport avec le premier, le président du Sénat fait une proposition face aux difficultés financières évoquées par le gouvernement, la rationalisation des futurs scrutins prévus. Plutôt que d'organiser tous les scrutins en 2016, des options fondamentales peuvent être levées. D'une part, la concentration de tous les moyens disponibles sur les scrutins à délai constitutionnel incompressible. Je pense ici à l'élection présidentielle ainsi qu'aux élections législatives, nationales et provinciales. D'autre part, le regroupement des scrutins par décret. Il s'agit d'organiser tous les scrutins directs le même jour, la présidentielle ainsi que les législatives nationales et provinciales, et tous les scrutins indirects dans les semaines qui suivent. Élection du gouverneur, du vice-gouverneur, élection du Sénat. De son côté, Obaminakou fait une autre proposition pour lever une option. Le dialogue, seul le dialogue entre toutes les composantes de notre société et par des mécanismes particuliers nous permettra de tenir compte des attentes et appréhensions des uns et des autres. Opposition dans toute sa pluralité, société civile dans toute sa diversité
et majorité en toutes ses nuances internes. De ce dialogue, nous pourrions, puisque nous sommes tous responsables et soucieux de la République, recadrer tout ce qui peut être recadré pour organiser les élections et alors toutes les élections de la base au sommet dans un schéma raisonnable et acceptable. Une idée qui reste pour le Sénat d'actualité. S'agissant de l'examen du budget 2016, les deux chambres accordent leur violon sur le contexte économique difficile sur base duquel sera voté ce budget. Néanmoins, elles sont déçues de l'exécution du budget 2015. Il faut noter aussi que l'exécution du budget 2015 s'est traduite jusqu'à présent par une faible taux de réalisation de recettes à fin août, soit 31% seulement de ressources prévues dans la loi de finances. Ces contre-performances sont imputables notamment à la fraude fiscale et douanière, ainsi qu'à la baisse des coûts de produits de base que nous exportons, notamment le cuivre. Les perspectives économiques paraissant ainsi incertaines, le gouvernement projette déjà la réduction de 30% du train de vie de l'État. L'Assemblée nationale va plus loin, le contrôle. À la lumière des observations pertinentes et des appréhensions particulières émanant de plus d'un député, de l'opposition comme de la majorité, il me semble venu le moment de nous interroger sur le sens réel d'un budget, sur la signification républicaine de notre prérogative consistant à autoriser les dépenses du trésor public par le gouvernement. Il paraît indiquer de nous interroger aussi sur la façon dont nos différentes autorisations ont été exécutées et d'en tirer les conséquences positives et non politiciennes ayant pour seul objectif l'amélioration de la gouvernance financière dans notre pays. En rapport avec la poursuite du processus de décentralisation, les deux présidents s'accordent sur la nécessité de cette question. Aubin Minakou, lui, insiste sur la mécanisation de tous les enseignants de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, ainsi que du personnel soignant du ministère de la Santé publique. Unanimement, les députés nationaux doivent apporter des réponses aux questions soulevées. Certes, au Sénat, la proposition de Léon Kingo Adondo a été fortement appréciée et à l'Assemblée nationale, l'heure est au contrôle rigoureux. Les deux discours n'ont pas laissé indifférents quelques députés nationaux qui ont réagi au micro d'Alain Boma et Blaise Mwangui. C'est un discours élogieux qui a abordé de manière objective la problématique de cette session budgétaire. Je pense qu'il a relevé un certain nombre d'observations qui nécessitent à ce que le gouvernement puisse préparer les éléments de réponse pour rencontrer déjà les préoccupations exprimées par le président de l'Assemblée nationale, surtout des observations qui cadrent avec l'exécution de budget. Je crois que c'est l'innovation. C'est l'innovation de la législature 2011-2015. Il y a eu un débat roulé ici, que désormais, nous ne traiterions pas une question du budget avant la reddition des comptes. Donc je crois que le président n'a fait que réitérer l'engagement parlementaire que nous avons pris ici. L'autre, ce que j'ai aimé aussi dans son discours, c'est le cas des enseignants et des agents du ministère de la Santé. Qui devraient être mécanisés. Quand vous allez à l'intérieur du pays, vous trouvez des vieux enseignants qui ont fait 20 ans, 30 ans, sans être payés. Je dis bien sans être payés. Ça, c'est un péché mortel. Après d'abord notre rôle que nous devons jouer pendant cette session. Vous savez que c'est une session d'analyse du budget, mais également il nous a rappelé aussi nos responsabilités face à notre rôle, c'est-à-dire tout ce qui touche le contrôle parlementaire, mais également que nous devons, avant l'examen de ce budget,
Autre sujet qui continue à défrayer la chronique, c'est le retrait par l'Union pour la démocratie et le progrès social de ses délégués au pré-dialogue avec la majorité. Léonard Cheo Kitundu nous répond à travers cet élément pour savoir s'il y a eu blocage ou non. Le dialogue national a été revendiqué à la fois par la communauté internationale. Beaucoup de gens d'ailleurs ont fait allusion aux accords d'Addis Abeba. Ensuite, la résolution du Conseil de sécurité qui a demandé à ce qu'on promeuve le dialogue. L'opposition en général aussi a revendiqué ce dialogue et le président de la République en tant que garant de la nation a tiré les conséquences de ces revendications et a décidé de procéder à des consultations pour voir de quelle manière on peut préparer ce dialogue national. Donc c'est d'abord une revendication de l'opposition. Alors, c'est pour cette raison que le chef de l'État a amorcé les consultations. Vous savez que beaucoup de forces politiques et la société civile ont été reçues par le chef de l'État, ont donné leur point de vue quant à ce dialogue national. Et il restait qu'on entende la plus grande force de l'opposition politique nationale, à savoir l'UDPS, présidée par M. Étienne Tshisekedi. Il y a eu 2 rondes de discussions qui ont été vraiment positifs. Et là, on s'était mis d'accord sur beaucoup de choses. D'abord sur le but du dialogue, qui est celui de préparer le prochain cycle électoral de manière apaisée, crédible et conforme aux standards internationaux. Ensuite, il fallait préparer le format de ce dialogue. Les modalités pour la convocation, mais en même temps aussi les termes de référence quant au comité préparatoire et au comité de suivi des recommandations. Autre réaction, c'est celle de Félix Tshisekedi qui commente la décision de ce retrait justement de l'UDPS au pré-dialogue avec le camp du pouvoir. Le secrétaire national chargé des relations extérieures de ce parti, invité de la radio onusienne, fait remarquer que le camp Kabila voulait perdre du temps lors de ses assises. Suivons-le dans ce récit de Guilain Kabalundi. Les commentaires fusent de partout. Après le communiqué d'Étienne Tshisekedi signé à Bruxelles le 13 septembre 2015, demandant à ses délégués de se retirer de la table des négociations avec le représentant du chef de l'État Joseph Kabila en Europe. Invité ce mercredi de la radio onusienne, Félix Tshisekedi, secrétaire national en charge des relations extérieures, a justifié les raisons de cette décision. Après avoir constaté que on nous menait en bateau quelque part par nos amis d'en face, que nous avons décidé de quitter la table des discussions parce que nous étions d'accord sur l'essentiel. Mais pourquoi est-ce qu'on ne concluait pas? Nous avons compris que les amis étaient là pour nous distraire et d'autant plus que pendant qu'on avait un esprit, une ambiance bon enfant, tout se passait très bien. Pendant ce temps, là-bas à Kinshasa, le pouvoir était en train de mettre des embûches sur la voie vers un règlement pacifique de la crise politique. Une décision que ne s'expliquent cependant pas les représentants de Joseph Kabila à ces pré-dialogues. On a très avancé sur ces questions. On était très proche de l'accord. Il restait le 3e round cette fois-ci pour conclure. Et qu'est-ce qui a bloqué? Mais c'est la question qu'on se pose. Parce que nous tous, on a été surpris par le communiqué de l'UDPS. On a été très surpris par ce communiqué parce que les 2 rounds se sont déroulés dans une atmosphère de courtoisie, de grande fraternité. Et tout s'est bien passé. Ce dialogue, qui devra succéder aux concertations nationales de 2013, a été toujours diversement interprété. Bon, le vrai dialogue que nos frères réclament n'est pas diabolique. Hein. Vous savez, je ne pense pas que les concertations nationales sont les derniers pour parler entre les Congolais. Je ne pense pas. Mais il y a des préalables pour exiger ce vrai dialogue. Ils disent que nous devons aller au vrai dialogue conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais je défie quiconque. L'accord cadre d'Addis Abeba ne parle pas de dialogue. L'accord cadre parle de la réconciliation nationale. En dépit du retrait de l'UDPS au pré-dialogue, ce parti se range toujours du côté des partisans du dialogue. Nous restons toujours sur cette position du dialogue et nous nous tournons d'ailleurs vers la communauté internationale que nous avons saisi dès le début. Vous savez, dès le départ, nous lui demandons de s'impliquer davantage. Des fois, nous avons reçu des réponses du genre, oui, mais faites-le d'abord entre Congolais parce que c'est entre acteurs politiques congolais que ça doit se passer. Mais voilà, nous avons la preuve ici que lorsque les Congolais se retrouvent entre eux, il y a toujours un esprit de duperie. Voilà pourquoi nous
Nous demandons maintenant à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. De leur côté, les anti-dialogues campent sur leur position, une position réaffirmée mardi lors de leur meeting de Sainte-Thérèse à Kinshasa.